Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur les fondamentaux de la finance corporate. Alors, ce cours vous donnera un aperçu et une introduction aux concepts clés nécessaires pour une carrière réussie en finance. Les connaissances et concepts abordés vont aussi vous préparer pour des cours de finance corporate plus avancés. Vous allez apprendre des choses comme qui sont les acteurs clés des marchés des capitaux, comment évaluer des projets d'investissement, à quoi ressemble le processus de levée de fonds, comment optimiser la structure de capital d'une société, comment sont structurées les opérations de fusion-acquisition, etc. Pour votre expérience d'apprentissage, vous allez regarder des démonstrations vidéo et participerez à des exercices interactifs afin de vérifier votre compréhension des concepts de la finance. Puis, à la fin du cours, vous allez passer une évaluation qualifiée pour vraiment tester ce que vous avez appris tout au long du cours. Alors, ce cours est idéal pour les débutants qui souhaitent se familiariser avec les bases de la finance corporate, tout comme il est bénéfique pour les professionnels expérimentés cherchant à rafraîchir leurs connaissances. Donc, nous avons beaucoup de matériel passionnant à couvrir ensemble sur la finance, alors, sans plus attendre, lançons-nous dans cette aventure d'apprentissage. Bon courage à tous. Pour les professionnels évoluant dans la finance corporate, l'objectif ultime, c'est de maximiser la valeur d'une entreprise en planifiant et mettant en œuvre ses ressources tout en équilibrant le risque et en gérant la rentabilité. Les activités en finance d'entreprise peuvent être divisées en 3 catégories. La première est celle des investissements en capital. C'est ici que le management doit décider dans quel projet investir et quelle entreprise racheter et financer. Leur but, c'est de réaliser le rendement ajusté au risque le plus élevé possible sur leurs investissements. La deuxième catégorie est celle du financement en capital. Avec le financement en capital, l'objectif, c'est d'optimiser la structure du capital de la société. En d'autres termes, avoir le coût moyen pondéré du capital le plus bas possible. Et enfin, il y a les dividendes et la distribution du capital aux actionnaires. C'est à ce moment que le management doit décider comment et surtout quand remettre le capital aux investisseurs s'ils ne sont plus capables de générer un rendement au moins égal au coût moyen pondéré du capital de la société. Donc en résumé, le management s'occupe de réaliser des investissements en capital qui ont des rendements ajustés au risque élevé, de financer ensuite ces investissements avec le coût et la structure de capital la plus basse possible, et enfin, de restituer les bénéfices aux investisseurs s'ils ne peuvent plus obtenir un rendement ajusté au risque suffisamment élevé. Dans les leçons à venir, vous verrez comment tous ces différents composants de la finance d'entreprise aident les professionnels de la finance à maximiser la valeur d'une société. La finance d'entreprise, c'est d'une part les sociétés qui ont besoin de capital pour se développer et donc opérer, et d'autre part, vous avez les investisseurs cherchant à investir dans ces entreprises afin de générer un rendement sur leur capital. Les entreprises donc reçoivent du capital des investisseurs et en retour leur émettent des actions ou des obligations. Au centre de ce processus, on trouve la banque d'investissement qui joue le rôle d'intermédiaire, facilitant ainsi les transactions entre les deux parties. Donc, en résumé, les 3 acteurs principaux que nous allons voir dans ce cours sont les entreprises qui ont besoin de capital, les investisseurs qui ont ce capital et les banques d'investissement qui facilitent les transactions entre les deux. Ces acteurs évoluent sur le marché primaire où les entreprises émettent de nouvelles actions pour des augmentations de capital ou des obligations qui sont une forme d'emprunt. Examinons maintenant les principaux acteurs de la finance d'entreprise sur le marché secondaire. Alors le marché secondaire fait référence à l'espace où les investisseurs achètent et vendent entre eux des titres financiers tels que les actions ou les obligations. On dit que c'est un marché secondaire
parce que les entreprises elles-mêmes ne participent pas directement aux transactions. Ces transactions ont lieu dans des marchés boursiers comme le New York Stock Exchange, par exemple aux USA, ou la Bourse de Paris en France. Le rôle ensuite des banques d'investissement et des courtiers dans ce processus est d'aider à faciliter cette transaction. Les banques d'investissement et les courtiers vont mettre en relation acheteurs et vendeurs, gèrent tout ce qui est ordre de vente et d'achat, fournissent souvent des analyses de marché via leur département de recherche pour aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées, etc. Donc contrairement au marché primaire où les sociétés émettent de nouveaux titres, dans le marché secondaire, la société qui a émis les titres initialement n'est pas impliquée. Les transactions se déroulent uniquement entre investisseurs qui utilisent les banques d'investissement pour acheter et vendre des actions de sociétés déjà cotées en bourse. Donc en résumé, le marché primaire concerne la création de nouveaux titres financiers et le marché secondaire concerne l'échange de titres existants entre investisseurs. Comme vous allez le voir dans ce cours, les deux marchés sont cruciaux pour aider les sociétés à lever des capitaux et à offrir aux investisseurs des opportunités d'achat et de vente de leurs actions. Regardons maintenant les types de participants au marché financier. Donc, comme mentionné dans les chapitres précédents, sur le marché primaire, il y a deux catégories d'acteurs majeurs, les investisseurs et les entreprises. On peut diviser les investisseurs entre investisseurs individuels et investisseurs institutionnels. Les investisseurs individuels comprennent des individus fortunés avec une forte capacité d'investissement. Les investisseurs institutionnels peuvent inclure des fonds communs de placement, des fonds de pension, des sociétés de capital investissement, de capital risque, des hedge funds, etc. Concernant les entreprises, et de manière générale, il y a juste deux types. Soit vous êtes une société publique, soit vous êtes une société privée. Les sociétés publiques sont cotées en bourse, donc tout le monde peut acheter et vendre leurs actions. Et les sociétés privées, qui sont donc détenues par quelques investisseurs individuels ou institutionnels, eh bien là, leurs actions ne peuvent pas être échangées sur un marché boursier, parce que c'est privé, c'est entre ces investisseurs. Maintenant, regardons les types de transactions qui peuvent avoir lieu entre ces différents participants. Donc la première transaction, c'est l'introduction en bourse, qu'on appelle dans le jargon financier IPO, pour Initial Public Offering. L'IPO est la première fois qu'une société va donc émettre des titres au public afin de lever des fonds. Ensuite, il y a les levées de fonds publics hors IPO, mais toujours sur le marché boursier, où les sociétés vont revenir sur la bourse pour lever plus de capitaux. Le troisième type de transaction sont les levées de fonds privées, c'est-à-dire sans faire appel au marché boursier. La levée de fonds se fera entre un certain nombre d'investisseurs et la transaction ne sera pas divulguée publiquement. Vous avez ensuite les fusions et acquisitions qui, comme le nom l'indique, concernent des entreprises qui rachètent d'autres entreprises. Ensuite, vous avez des rachats à effet de levier, connus sous le terme LBO pour Leverage Buyout, qui sont une forme d'acquisition où une société utilise beaucoup d'effets de levier, donc beaucoup de dettes, pour utiliser le minimum de capitaux propres afin de racheter une autre entreprise. Puis enfin, nous avons les désinvestissements. C'est tout simplement lorsqu'une entreprise vend une activité, une filiale ou une unité de production. Donc, au fur et à mesure que nous avançons dans ce cours, il est important que vous gardiez à l'esprit ces différents types de participants et des différents types de transactions qui ont lieu sur les marchés financiers. Alors, qu'est-ce qu'un investissement en capital ? Eh bien, c'est tout investissement présentant un bénéfice économique sur plus d'un an. Par exemple,
l'inauguration d'une nouvelle usine, la pénétration d'un nouveau marché, l'acquisition d'une autre société ou la recherche et le développement de nouveaux produits ou services. Donc, tous ces éléments sont des exemples d'investissements procurant un avantage économique futur pour l'entreprise. C'est des investissements qui ont un impact sur le bilan de l'entreprise, car d'un côté, l'investissement en capital augmente les actifs de l'entreprise et à mesure que ces actifs augmentent, l'entreprise élargit son bilan. Si cette entreprise ne dispose pas de suffisamment de liquidité pour payer ses actifs, eh bien, elle va tout simplement utiliser de la dette, voire lever des fonds propres afin de financer l'achat de ses actifs. Donc il faut toujours garder à l'esprit que le but ultime du management en finance corporate, c'est de créer de la valeur en investissant dans des actifs qui offrent des rendements ajustés au risque élevés par rapport à d'autres alternatives. Donc, avant qu'une entreprise ne réalise un investissement, eh bien, elle doit évaluer si elle pense que cet investissement aura un rendement attractif. Et pour y parvenir, nous allons utiliser deux principales méthodes. La première est la valeur actuelle nette, ou simplement la VAN, qui capture tous les flux de trésorerie futurs de l'investissement. La deuxième méthode consiste à estimer le taux de rendement interne, ou TRI, qui sera généré par l'achat de l'actif ou la réalisation de l'investissement. Dans les leçons à venir, nous allons approfondir la valeur actuelle nette et le taux de rendement interne, car ce sont des concepts très importants dans l'évaluation des investissements en finance d'entreprise. Alors pour construire notre modèle d'actualisation des flux de trésorerie, il faut d'abord comprendre une notion très importante en finance, celle de la valeur intrinsèque. Donc c'est quoi la valeur intrinsèque ? Eh bien c'est la valeur de tous les flux de trésorerie futurs générés par l'actif actualisés au présent. La question donc est, pourquoi actualise-t-on les cash flows d'un actif ? Eh bien la première raison, c'est qu'il faut prendre en compte le risque de l'investissement. Par exemple, la probabilité de recevoir des flux de trésorerie d'un bon de trésor, par exemple américain, est beaucoup plus élevée que la probabilité de recevoir des flux de trésorerie d'une jeune start-up technologique, par exemple. Et donc pour tenir compte du risque de cette dernière, le taux d'actualisation sera logiquement plus élevé. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle nous actualisons les flux de trésorerie, eh bien c'est à cause de l'inflation, des taux d'intérêt et des coûts d'opportunité. 1 euro reçu aujourd'hui a plus de valeur qu'un euro reçu dans 5 ans. Si l'argent est reçu aujourd'hui, eh bien on peut l'investir et par conséquent, cela va nous rapporter plus d'argent, donc des intérêts. C'est pour ça 1 euro dans 5 ans a moins de valeur qu'un euro qui est reçu aujourd'hui. L'autre question qu'il faut se poser est quel taux d'actualisation appliquer ? Eh bien très souvent, en finance corporate, en finance d'entreprise, c'est le coût moyen pondéré du capital qui sera utilisé pour actualiser les flux de trésorerie. Et c'est pas le sujet de cette section du cours, mais nous allons le voir ensemble dans la section suivante. Et on va voir des choses comme le MEDAF, le modèle MEDAF, comment calculer le bêta, et comment calculer le coût moyen pondéré du capital qui va servir comme taux d'actualisation dans le modèle DCF, ou le modèle d'actualisation des flux de trésorerie. Voilà. Maintenant, côté Excel, comment calculer cette valeur intrinsèque ? Eh bien, pour y parvenir, nous allons faire appel à la fonction VAN, ou valeur actuelle nette. Cette fonction va nous permettre de calculer rapidement dans Excel la valeur actuelle nette d'un actif, et elle comprend les composants suivants. 1. Un taux d'actualisation. 2. Les valeurs des flux de trésorerie générés par la société pour chaque période. Cette période peut être mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Et 3. Le nombre de périodes étudiées. Donc par exemple 3 années, 5 années ou plus. Pour mieux comprendre le fonctionnement de la VAN, passons à Excel et examinons un exemple rapidement. Ok, donc imaginez que vous souhaitiez investir dans un projet et que le taux minimum de rendement que vous exigez est de 10%, d'accord ? Donc 10%, ça va être le taux d'actualisation du projet ou de l'investissement.
Ensuite, d'après vos premières analyses, ce projet devrait générer aux alentours de 1 000 € annuellement pendant les 5 prochaines années. Donc ce sont les cash flows du projet. La question donc est, combien devriez-vous investir aujourd'hui pour avoir un rendement de 10% sur votre capital? Pour trouver la réponse, nous allons actualiser les 1 000 € de cash flow générés chaque année, d'abord manuellement, donc sans la fonction Excel VAN, afin que vous puissiez comprendre le concept de valeur intrinsèque, puis avec la fonction VAN d'Excel. Bien, on sait que ce projet va se tenir sur 5 années. Le facteur d'actualisation, c'est 1 divisé par 1 plus le taux d'actualisation, je ferme les parenthèses, à la puissance de la période en cours. Ici, c'est la première année. Puis je remplis à droite avec CTRL plus D. Maintenant, pour actualiser les cash flows, il suffit de les multiplier par le facteur d'actualisation correspondant. Et donc la valeur intrinsèque de ce projet, c'est tout simplement la somme de ces flux de trésorerie actualisés au taux de 10%. Cette vanne signifie qu'un investisseur doit payer aujourd'hui 3 791 € pour percevoir 1 000 € annuellement sur 5 ans. Et en payant ce prix, l'investisseur aura un taux de rendement interne de 10%. Maintenant, on va appliquer la fonction VAN d'Excel. Donc, on prend le taux d'actualisation, on sélectionne ensuite tous les flux de trésorerie non actualisés, puis on valide. Et donc, comme vous pouvez le constater, nous avons le même résultat qu'avec la formule manuelle. C'est quoi la valeur terminale? Eh bien, la valeur terminale représente la valeur des flux de trésorerie disponibles au-delà de la période de prévision. C'est un des concepts fondamentaux en valorisation des entreprises. Okay ? Donc, il y a 2 formules pour calculer cette valeur terminale. La première est la formule du taux de croissance perpétuelle. Cette formule suppose que l'entreprise restera indéfiniment en activité et que elle va croître à un taux constant à perpétuité. Il faut donc choisir un taux de croissance très bas tout en restant réaliste sur le long terme. Et en général, ce taux serait approximativement égal, voire même inférieur au taux de croissance du PIB du pays de la société. Ok ? Et la formule est la suivante. C'est donc les flux de trésorerie disponibles, donc le cash flow, multiplié par 1, plus le taux de croissance perpétuel. Le tout ensuite est divisé par le coût du capital de l'entreprise. Le coût du capital, c'est le taux d'actualisation de la vanne. Moins donc le taux de croissance perpétuel. Voilà, ça c'est pour la première formule. Ensuite, l'autre formule de calcul de la valeur terminale, elle est basée sur ce qu'on appelle un multiple de valorisation ou un multiple de sortie. Cela suppose que l'entreprise est vendue à la fin de la période de prévision. Ok, donc on va pas aller à perpétuité. Si on fait une prévision sur 5 ans, on va sortir de l'investissement. Donc pour déterminer à combien l'entreprise pourrait être vendue, nous examinerons les entreprises comparables pour voir à quel multiple elles sont valorisées sur le marché. Nous allons prendre des agrégats financiers comme le résultat net, l'EBITDA, ou le BE en français, ou bien le chiffre d'affaires. Et donc on va prendre ces agrégats, on va les multiplier par le multiple de valorisation correspondant. Donc prenons maintenant un exemple pour illustrer ces 2 concepts. Si nous souhaitons utiliser la formule de croissance perpétuelle de la valeur terminale, nous pouvons prendre les 1 000 € de flux de trésorerie de notre exemple précédent sur la vanne, sur le fichier Excel. On va multiplier par 1 plus le taux de croissance perpétuelle, donc là on a estimé à 2%, et diviser le tout par le coût du capital de l'entreprise qui est de 10%. Donc moins le taux de croissance perpétuelle de 2%. Nous obtenons ainsi une valeur terminale de 12 750 €. Donc comparons cela à l'approche basée sur le multiple de sortie. Si l'entreprise avait, on va estimer 2 550 € de chiffre d'affaires, et que les sociétés comparables sur ce marché étaient valorisées à 5 fois leur chiffre d'affaires, alors
nous allons multiplier par 5 le chiffre d'affaires de la société pour obtenir une valeur terminale de 12 750 euros. La question maintenant est, quelle méthode choisir? Alors l'utilisation de la formule de croissance perpétuelle est plus répandue dans le monde académique, tandis que l'usage d'un multiple de sortie pour la valeur terminale est plus courant parmi les professionnels de la finance. Mais parfois, il peut être judicieux de prendre une petite moyenne des deux pour calculer la valeur terminale de l'actif ou de l'entreprise en question. Examinons maintenant les facteurs qui peuvent accroître la valeur terminale d'une société en décomposant chaque élément de la formule. Alors, au cœur de cette équation, nous avons les flux de trésorerie. C'est le reflet direct de la stratégie globale de la société et de la manière dont elle la met en œuvre. Quand on considère les revenus générés, la structure des coûts et l'efficacité de l'utilisation des actifs, on obtient finalement ce flux de trésorerie. Donc une société qui possède une stratégie solide, génère davantage de revenus, maîtrise mieux ses coûts et optimise l'utilisation de ses actifs, elle va produire un flux de trésorerie plus conséquent, augmentant ainsi sa valeur. Maintenant, côté croissance, on se réfère principalement à la croissance organique du business, celle que la société est capable de générer elle-même sans pour autant racheter d'autres sociétés. D'accord? Ce qu'on appelle la croissance externe. Non, on s'intéresse ici à la croissance interne ou organique. Donc pour ce qui est du dénominateur, le coût du capital est en fait une représentation du risque associé à un investissement. Autrement dit, combien doit-on être récompensé pour tenter cet investissement? Ce coût prend aussi en compte la structure financière actuelle de la société ainsi que les facteurs macroéconomiques. Donc, deux éléments clés ressortent de cette formule: le risque et la croissance. Ils ont une relation un peu, on va dire, antagoniste parce que si une entreprise présente un risque plus élevé, elle aura un coût de capital plus important, réduisant ainsi sa valeur terminale. En revanche, une croissance importante vient réduire le dénominateur, augmentant donc la valeur terminale. Donc tout ça nous amène à un constat: il y a un équilibre délicat entre le risque et la croissance. En règle générale, les entreprises à forte croissance prennent plus de risques. Les entreprises moins risquées ont tendance par contre à générer beaucoup de cash flow, mais sont limitées en termes de croissance. La valeur d'entreprise est la valeur totale de tous les actifs d'une société sans tenir compte de sa structure de capital. Elle se compose des capitaux propres et des dettes financières nettes. Notez bien que je parle de la valeur de marché des capitaux propres et non de leur valeur comptable. Pour une société cotée en bourse, la valeur de marché des capitaux propres, également appelée la capitalisation boursière, est égale au cours de son action, multipliée par le nombre d'actions constituant son capital. Pour mieux comprendre la différence entre valeur des capitaux et valeur d'entreprise, nous allons prendre l'exemple de 3 maisons. La première maison est financée avec un emprunt de 100 000 euros et un apport de 400 000 euros. La deuxième maison est financée avec un emprunt de 400 000 euros et un apport de 100 000 euros. La troisième maison est financée avec un emprunt de 250 000 euros et un apport de 250 000 euros. La question est donc, combien vaut la maison dans chaque exemple? La réponse est 500 000 euros dans les 3 cas. Le financement mixte n'impacte en rien la valeur de la maison. Si quelqu'un vous demande combien vaut votre maison dans le troisième exemple, vous allez répondre 500 000 euros. C'est l'équivalent de la valeur d'entreprise en finance. Vous n'allez pas dire ma maison vaut 250 000 euros de mon apport personnel et 250 000 euros de ma banque. En évaluation d'entreprise, les analystes pensent de la même manière. S'ils souhaitent connaître la valeur totale d'une société, ils regardent la valeur de marché de ses capitaux propres et la valeur de marché de ses dettes. Dans la leçon suivante, nous allons examiner la notion de dette financière nette et son utilité en évaluation d'entreprise. Pour mieux comprendre la notion des dettes nettes, prenons l'exemple d'une société qui possède des emprunts court terme d'une valeur de 300 000 euros.
et des emprunts long terme d'une valeur de 800 000 euros. Sa dette totale s'élève donc à 1 100 000 euros. La société possède également une trésorerie d'une valeur de 100 000 euros, ce qui nous donne une dette financière nette de 1 million d'euros. La question alors est pourquoi soustraire la trésorerie des emprunts totaux? Premièrement, lorsqu'un investisseur souhaite acquérir une entreprise, il supposera que la trésorerie servira à rembourser une partie des emprunts de la cible. Ce n'est toujours pas le cas, mais ça reste une hypothèse générale. Deuxièmement, la trésorerie n'est pas un actif capable de générer des flux de liquidités, donc elle ne doit pas être incluse dans le calcul de la valeur d'entreprise. Maintenant que vous connaissez la différence entre la valeur d'entreprise et la valeur de marché des capitaux propres, dans la leçon suivante, nous allons prendre un exemple concret dans Excel, avec l'entreprise Total Energy. Nous allons maintenant prendre sur Excel un exemple de calcul de valeur d'entreprise et valeur de capitaux propres. Et pour notre exemple, nous avons l'entreprise Total qu'on connaît tous. Les données financières que vous voyez ont été extraites du dernier rapport annuel qui date du 7 juillet 2021. Dans ce premier tableau, nous allons calculer la valeur d'entreprise de Total en partant de la capitalisation boursière, donc la valeur des capitaux propres, la valeur de marché des capitaux propres. Et dans le deuxième tableau, nous allons calculer cette fois la valeur des capitaux propres, donc le cap boursier, en partant de la valeur d'entreprise. Donc ici, la capitalisation boursière de Total est égale au prix de l'action du 7 juillet 2021 multiplié par le nombre d'actions en circulation. Il faudra ensuite calculer la valeur de la dette nette de l'entreprise qui est égale aux emprunts court terme plus les emprunts long terme moins la trésorerie totale, comme ce qu'on a vu dans les leçons précédentes. Ensuite, pour arriver à la valeur d'entreprise de Total, vous prenez la valeur des capitaux propres, donc la capitalisation boursière, et vous rajoutez la dette nette, ce qui nous donne une VE de 135,46 milliards d'euros. Maintenant, dans le deuxième tableau, nous allons calculer cette fois la valeur des capitaux propres en partant de la valeur d'entreprise. Et on va supposer pour cet exercice qu'on est arrivé à ce montant via un modèle d'actualisation des flux de trésorerie. Nous allons voir plus tard dans ce cours comment construire un modèle d'ICF du début jusqu'à la fin. Donc pour calculer la valeur de marché des capitaux propres, il faut d'abord calculer la valeur des dettes financières nettes, qui est égale encore une fois aux emprunts court terme, plus les emprunts long terme, moins la trésorerie totale. Et pour arriver à la capitalisation boursière, donc la valeur de marché des capitaux propres, prenez la valeur d'entreprise et soustrayez la dette financière nette. Et enfin, pour le prix par action, vous prenez tout simplement cette capitalisation boursière et vous divisez par le nombre d'actions en circulation. Donc c'est le nombre d'actions constituant le capital de Total. Voilà, dans la section suivante du cours, nous allons examiner les multiples d'évaluation ou les ratios d'évaluation. Ce sont en fait des ratios très importants qui vont nous aider dans notre travail d'évaluation, que ce soit avec la méthode intrinsèque, donc la méthode des flux de trésorerie actualisés, ou bien avec la méthode relative, c'est-à-dire les comparables d'entreprises cotées et la méthode des transactions précédentes de fusion et acquisition. Quand on modélise une transaction de fusion-acquisition, une opération de rachat à effet de levier, donc une opération LBO, ou simplement une opportunité d'investissement, eh bien il est très important de déterminer la rentabilité potentielle de la transaction. Et une des manières d'y parvenir, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le taux de rendement interne, ou simplement le TRI. Alors concrètement, c'est quoi le TRI? Eh bien, c'est le taux d'actualisation qui va rendre la valeur actuelle nette ou la vanne de tous les flux de trésorerie futurs d'un investissement égale à 0. L'objectif ultime de ce TRI, c'est de déterminer le rendement potentiel d'un projet ou d'un investissement que l'entreprise envisage d'entreprendre. Et lorsqu'on parle d'entreprise, on parle du coût du capital, c'est-à-dire le rendement minimal exigé par les actionnaires. Le TRI est souvent comparé à ce coût de capital, car vous imaginez bien, si le TRI d'un projet est supérieur ou égal au rendement minimal exigé par les actionnaires de la société, eh bien ces derniers vont probablement
valider le projet en assemblée générale. Je dis bien probablement parce que la réalité est différente, car d'autres facteurs quantitatifs et qualitatifs doivent être pris en compte dans une décision d'investissement. Mais ça, c'est une leçon pour un autre cours. Alors, côté pratique, comment calcule-t-on le taux de rendement interne? Eh bien, il existe 3 manières. La première, c'est d'utiliser dans Excel la fonction tri, ou la fonction tri-paiement, qu'on va voir ensemble dans la leçon suivante. La deuxième méthode, c'est d'utiliser une calculatrice financière. Et la troisième méthode, c'est d'utiliser un processus itératif où vous allez essayer différents taux d'actualisation jusqu'à ce que vous arriviez à une vanne égale à 0. Nous, ce qui nous intéresse dans le cadre de la modélisation financière, c'est la fonction tri d'Excel. Donc, passons rapidement sur Excel et examinons cela ensemble. Allez, de retour sur Excel, dans cet exemple, imaginez que vous êtes un investisseur qui souhaite investir 100 000 euros dans un projet. Et d'après vos analyses, ce projet devrait rapporter 25 000 euros par an pendant les 9 prochaines années. D'accord? Et donc, pour décider s'il faut investir ou non, il faut connaître le taux de rendement interne de ce projet. Nous allons donc faire appel à la fonction tri d'Excel. On n'a qu'à sélectionner ensuite tous les flux de trésorerie et on valide. Le résultat est de 20%. Donc si nous utilisons 20% comme taux d'actualisation, la vanne de ce projet devrait être nulle. Donc on va tester ce taux d'abord avec la fonction ExcelVan, puis nous actualisons manuellement chaque flux de trésorerie pour vous montrer le fonctionnement du tri. Allez, donc on va mettre van, donc la fonction van, puis nous sélectionnons le taux d'actualisation qui est le taux du tri, 20%, et on sélectionne tous les flux de trésorerie. Puis on valide. Et comme vous pouvez le constater, la vanne est de 0. Maintenant, on va refaire tout ça manuellement. Donc la première année, le flux de trésorerie est toujours négatif car c'est le montant initial de l'investissement, donc il n'y a pas encore de cash flow généré par ce projet. Pour actualiser le flux de trésorerie de la première année, vous prenez 25 000 euros divisé par, on ouvre la parenthèse, 1 plus le taux d'actualisation, donc 20%. Et là, je vais utiliser F4 pour figer la cellule du taux d'actualisation. Vous fermez la parenthèse à la puissance de 1, puisque c'est la première année. Puis nous remplissons juste à droite avec CTRL plus D. Et puisque la vanne, c'est la somme de tous les flux de trésorerie futurs actualisés au présent, tout ce que nous avons à faire, c'est d'additionner tous ces flux de trésorerie. Et comme vous pouvez le constater, nous obtenons le même résultat qu'avec la fonction ExcelVan. Alors dans cet exemple, les flux de trésorerie se produisent à intervalles réguliers, donc chaque fin d'année. Mais que faire si ces flux se produisent à des dates spécifiques? Par exemple, 1er janvier, 15 mars, 30 octobre, etc. Est-ce que le tri serait différent dans ce cas? Eh bien la réponse est oui, car la fonction ExcelTri est conçue pour des cash flows périodiques. Il existe cependant une autre fonction Excel qui va calculer le taux de rendement interne d'un projet générant des cash flows à intervalles irréguliers. C'est la fonction tri-paiement et c'est le sujet de la leçon suivante. Alors maintenant qu'on a vu comment calculer le tri d'un projet générant des cash flows réguliers, la question qu'il faut se poser maintenant est comment calculer le tri si les flux de trésorerie d'un projet étaient cette fois irréguliers et volatiles, c'est-à-dire qu'ils sont encaissés à des dates différentes et non le 31 décembre ou le 1er janvier de chaque année. D'accord? Eh bien, en modélisation financière, il est préférable de toujours utiliser la fonction Excel tri-paiement au lieu de la fonction tri qu'on a vue précédemment. La raison en est que la fonction tri classique, elle peut être parfois trompeuse car elle suppose que les dates d'encaissement des flux de trésorerie sont similaires, par exemple le 31 décembre de chaque année. Alors qu'avec la fonction tri-paiement, vous pouvez attribuer des dates spécifiques d'encaissement pour chaque flux de trésorerie. C'est un peu comme la fonction van-paiement où les flux de trésorerie peuvent se produire à des intervalles irréguliers. La fonction tri-paiement, c'est la même chose. Elle calcule le taux de rendement interne pour des cash flows qui ne sont pas nécessairement périodiques. Voilà, donc maintenant côté Excel, la fonction tri-paiement comprend
trois composants. D'abord, les valeurs des cash flows, donc les flux de trésorerie, les dates des paiements de ces cash flows et une estimation facultative du tri. Excel prend par défaut 10% au cas où vous laissez cet argument vide dans la formule. Donc ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Allez, passons maintenant à Excel pour comparer la fonction tri et la fonction tri paiement. Alors nous avons ici deux tableaux de deux projets similaires générant le même montant des flux de trésorerie annuels, soit 25 000 euros. Sauf que avec le premier projet, on a des dates de paiement spécifiques pour chaque flux de trésorerie. Donc le premier flux sera encaissé le 1er janvier 2021, le deuxième flux au 31 décembre 2022, troisième cash flow le 30 avril 2023, etc. Le second projet suppose que ces 25 000 euros de flux de trésorerie seront encaissés le 31 décembre de chaque année. Ok ? La question est, parmi les deux projets, lequel a le tri le plus élevé, sachant qu'il génère les mêmes flux de trésorerie? Eh bien, commençons par le premier projet, avec la fonction tri paiement. Donc nous avons tous les flux de trésorerie et nous avons toutes les dates d'encaissement de ces flux de trésorerie. Le tri pour ce projet est de 27%. Maintenant, pour le deuxième projet, avec la fonction tri classique, nous sélectionnons simplement tous les flux de trésorerie et on valide. Et comme vous pouvez le constater, le tri de ce projet est de 20% malgré le fait que la somme des cash flows générés sur 10 ans est pratiquement la même que le premier projet. Donc, on est à 125 000 euros. Dans ce cas, il est probablement préférable d'accepter le premier projet car il a un tri plus élevé que le second projet. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, la fonction tri paiement est beaucoup plus précise dans le calcul du taux de rendement interne d'un projet car elle prend en compte les dates de paiement de chaque flux de trésorerie, ce qui est souvent le cas dans la vraie vie parce que les flux de trésorerie d'une société dépendent des dates d'encaissement de ses clients, des dates de ses investissements, son besoin en fonds de roulement, etc. Et chez l'IFE, comme vous allez le voir dans nos formations avancées, nous allons toujours appliquer la fonction tri paiement dans nos modèles financiers. Dans cette leçon, nous allons examiner les opérations de fusion-acquisition connues sous le terme M&A pour Mergers and Acquisitions. Alors, les opérations M&A représentent les démarches lors desquelles des sociétés achètent, vendent ou fusionnent avec d'autres sociétés. Ce sont des opérations qui ont de nombreux avantages. Et en fait, il y a diverses raisons qui poussent les sociétés à s'y engager. Parmi les motivations les plus courantes, on trouve la recherche d'économies d'échelle, qui peuvent naître de la fusion des opérations et de l'optimisation des processus de production ou de distribution. Okay ? Mais il n'y a pas que les économies d'échelle. Les sociétés cherchent également à augmenter leurs revenus, en diversifiant leurs offres, en renforçant leur part de marché, ou encore en consolidant leur bilan et leurs ressources financières à travers ces alliances. D'accord ? Cependant, les fusions et acquisitions portent également des risques. Par exemple, payer un prix excessif pour acquérir une société seulement pour se rendre compte que quelques années après la transaction, l'entreprise rachetée connaît une baisse drastique de ses performances. D'accord ? Donc c'est un des risques des opérations de fusion et acquisition. Donc dans le domaine de la finance corporate, les fusions et acquisitions sont considérées comme un investissement majeur. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que ces opérations demandent une attention particulière de la part du management des sociétés et des investisseurs aussi. C'est des opérations qui prennent parfois des années, pas des mois, des années afin qu'ils soient conclus. Okay ? Ce qui veut dire que une société ne devrait se lancer dans l'acquisition d'une autre société que si elle est convaincue de la valeur ajoutée pour ses actionnaires. Donc il est primordial que cette opération offre un rendement ajusté au risque attractif, surtout en comparaison avec d'autres investissements que la société pourrait réaliser en interne. Par exemple, s'il y a une forte chance qu'on peut passer de 1 million de CA à 10 millions de CA en investissant dans l'outil de production et les équipes actuelles, eh bien, pourquoi prendre de risques
de racheter une autre entreprise. Le process d'une transaction M&A se décompose en 10 étapes. La première étape, c'est la définition de la stratégie d'acquisition. L'objectif ici, c'est de comprendre pourquoi l'entreprise a besoin d'acheter une autre entreprise et comment elle doit procéder. Est-ce qu'on cherche des synergies? Est-ce qu'on souhaite diversifier notre portefeuille de produits ou bien entrer dans un nouveau marché? Donc une fois qu'on a défini notre stratégie, il faut décider quels critères on veut pour notre société cible. Quelle taille du chiffre d'affaires, quel endettement maximal dans son passif, la géographie, donc est-ce qu'on veut cibler des sociétés principalement en France ou est-ce qu'on veut voir d'autres pays de l'Union européenne, voire même sortir de l'Europe, d'autres critères comme le nombre de salariés, etc. Donc ensuite, il est temps de commencer la recherche des cibles potentielles. Pour cela, on peut faire appel à des prestataires comme des experts comptables, voire même des avocats, pour nous aider, parce que c'est des professionnels qui ont un large réseau, et donc forcément, ils peuvent connaître des cibles avec les critères qu'on cherche. Il y a aussi des bases de données comme Bloomberg ou PitchBook qui peuvent nous aider à filtrer le marché pour trouver des cibles potentielles. Donc, une fois qu'on a identifié la cible potentielle qui nous intéresse, eh bien, les premières discussions avec son management et actionnaire commencent. On va signer une clause de confidentialité et on va ensuite recevoir un dossier, voire des dossiers, avec plusieurs documents financiers et juridiques pour commencer notre process de due diligence. Et maintenant, on arrive à l'étape qui nous intéresse particulièrement dans cette formation, eh bien, c'est la création d'un modèle financier pour pouvoir modéliser toute la transaction et donc savoir si cette dernière va créer de la valeur ou détruire de la valeur pour nous en tant qu'acheteurs. Ce modèle va nous aider plus tard dans les négociations, donc du prix d'achat, les contrôles et vérifications avant la signature définitive du contrat de cession, mais aussi et surtout comment financer l'opération. Je tiens aussi à souligner que ces 10 étapes, donc ce processus, peut parfois prendre des années. Entre les négociations avec plusieurs cibles potentielles et l'élaboration de modèles financiers pour chaque opportunité, eh bien, toutes ces étapes prennent du temps. Donc, il est crucial pour la société acheteuse de très bien sélectionner la cible qui va lui créer le plus de valeur possible. En M&A, il existe deux types d'acheteurs. Vous avez les acheteurs stratégiques et les acheteurs financiers. Alors, les acheteurs stratégiques sont des sociétés qui vont chercher à pénétrer un nouveau marché ou à baisser leurs coûts en rachetant une société déjà existante. Ils peuvent également chercher à augmenter leur chiffre d'affaires, donc leur vente, en rachetant un concurrent. Généralement, leur motivation est plutôt stratégique que financière, ce qui signifie que la valeur d'une acquisition stratégique provient principalement des synergies. Et il y a deux types de synergies. Vous avez les synergies opérationnelles qui augmentent les ventes après la transaction, et vous avez les synergies financières qui réduisent les coûts d'exploitation après la transaction. Maintenant, pour les acheteurs financiers, qui sont généralement des fonds d'investissement comme les fonds de private equity, leur objectif n'est pas forcément les synergies, même si parfois ça peut faire partie de leurs objectifs dans la transaction. Mais l'objectif numéro 1, c'est plutôt le rendement maximal sur les fonds investis dans la transaction. Et pour y parvenir, ils vont essayer de miser le minimum possible de fonds propres sur la table et le maximum possible de dettes. Si après 4 ou 6 ans, ils réussissent à rembourser la totalité des emprunts qui ont contribué à racheter la cible, alors pour eux, la transaction est un succès, peu importe s'il y a eu des synergies ou pas. Donc, nous dans ce cours, on va plutôt s'intéresser aux acheteurs stratégiques et on va essayer de comprendre comment ils abordent ces types d'opérations et comment ils évaluent leur potentiel. Alors l'objectif ultime de tout acheteur, qu'il soit stratégique ou financier, eh bien, c'est de créer de la valeur pour ses actionnaires. La grande question est donc, comment crée-t-on de la valeur dans une opération de M&A ? Pour répondre à cette question,
on a élaboré pour vous un petit schéma conceptuel très sympa. Donc, imaginez que vous travaillez sur une transaction et que votre modèle financier valorise la société cible à 1000 euros, par exemple. On va partir du principe que vous avez valorisé cette société via un modèle DCF, par exemple. Ensuite, votre modèle financier projette des synergies potentielles de 200 euros, ainsi que des frais fixes liés à la transaction de 100 euros. Ce qui nous donne donc la valeur nette totale du deal de 1100 euros. Alors, si le prix d'achat de cette société est inférieur à cette valeur nette totale, alors la transaction crée de la valeur pour vous, donc en tant qu'acheteur. Dans cet exemple, si on paye 700 euros pour racheter cette entreprise fictive, alors on peut s'attendre à créer 400 euros de valeur. Donc c'est 1100 moins les 700 qu'on a payé pour acheter la société. Très bien. Maintenant, imaginons que plusieurs années passent après la clôture du deal et que la valeur de l'entreprise cible, ainsi que ses synergies potentielles, sont maintenant inférieures à ce qui était prévu dans votre modèle financier. La différence entre ce que nous avons payé initialement, donc 700 euros, et la nouvelle valeur nette, ici estimée à 600 euros, est une perte de 100 euros pour nous en tant qu'acheteurs. Donc voilà comment il faut aborder ces transactions. D'abord, calculer la valorisation de la société, ajouter les synergies potentielles, puis déduisez ce que vous allez payer pour l'acheter. Est-ce que le résultat est une création de valeur ou bien une destruction de valeur pour vous? Bien sûr, c'est un schéma conceptuel, mais on va voir tous comment cela se traduit dans un modèle financier professionnel sur Excel dans les leçons suivantes. La structuration d'une opération M&A comporte de nombreux enjeux. Il y a d'abord la structuration du deal qui présente divers éléments pouvant influencer l'opération. Il y a aussi le contexte macroéconomique général qui peut lui aussi avoir un impact majeur sur le succès d'un deal. Alors, étant donné que ce cours est une introduction à ce sujet, nous allons simplement évoquer les principaux éléments à considérer. Un approfondissement est abordé dans d'autres cours, notamment celui sur la modélisation des opérations M&A. Ok, donc côté structuration du deal, plusieurs éléments entrent en jeu. Il y a d'abord le plan stratégique de l'entreprise, la volonté avec laquelle elle souhaite mener cette opération, mais aussi la concurrence éventuelle d'autres offres de rachat. On peut aussi trouver la nature publique ou privée de la société concernée qui peut aussi avoir un impact sur le succès d'un deal. Donc tous ces éléments détermineront l'intensité et la compétitivité de la transaction. Côté environnement macroéconomique, les éléments qui peuvent impacter une transaction M&A sont les régulations antitrust auxquelles l'opération sera soumise. En gros, c'est un peu le droit de la concurrence, le type de financement disponible sur le marché, les lois nationales et internationales qui régissent un peu le secteur de l'activité de la société, les conditions générales du marché, on peut aussi dire la fiscalité, les normes comptables et les spécificités juridiques liées à la rédaction des accords d'achat et de vente. Donc, la mise en place d'une fusion ou d'une acquisition nécessite de prendre en compte de multiples facteurs. Chacun d'eux jouera un rôle déterminant dans la faisabilité de l'opération, influençant ainsi sa concrétisation. Donc les professionnels de la finance corporate, qu'ils soient banquiers d'investissement ou spécialistes du développement corporate, ils doivent maîtriser ces enjeux pour mener à bien leurs transactions. Parce que il suffit qu'il y a un seul petit blocage, et là, tout le deal est perdu. Dans cette nouvelle section de ce cours, nous allons examiner comment une société finance l'achat d'actifs ou l'investissement dans des projets. Alors, il y a deux types de financement. Soit vous financez vos investissements via des fonds propres, soit via de la dette, donc des emprunts. Lorsque une entreprise réalise un investissement, on dit qu'elle accroît ses actifs. Le financement
de ces investissements va ensuite venir augmenter ses passifs. Si elle fait appel à des fonds propres, donc via des augmentations de capital, elle va augmenter ses capitaux propres. Si elle fait appel à des emprunts, eh bien, elle va augmenter ses dettes. Dans les leçons suivantes, nous allons explorer les différents types de dettes et différents types de capitaux propres que les sociétés peuvent utiliser pour financer l'achat ou l'investissement dans ces actifs. Dans cette leçon, nous allons examiner le cycle de vie d'une société en lien avec ses options de financement par capitaux. Sur ce graphique, le cycle de vie d'une entreprise se déploie de gauche à droite, commençant par le lancement, suivi de la croissance, puis de la phase de stabilisation et enfin de déclin. Le premier indicateur que nous pouvons représenter sur ce graphique est celui des ventes. Donc, une nouvelle entreprise démarre avec 0 vente, augmente ses ventes pendant la phase de croissance, se stabilise à la maturité et peut ensuite soit décliner, soit continuer de croître grâce à une extension du cycle de vie via des nouveaux investissements ou des nouvelles innovations. Le deuxième critère à considérer est celui des profits, qui évoluent parallèlement aux revenus. Toutefois, ils présentent un retard parce que, après leur lancement, très souvent les sociétés ont souvent besoin d'une période pour accroître leurs revenus au point que ils dépassent leurs dépenses initiales, ce qui fait que les profits ne viennent que plus tard dans le cycle de vie. Enfin, nous avons les flux de trésorerie. Alors, les flux de trésorerie sont en retard sur les profits car au début, un capital est nécessaire pour les investissements, ce qui rend les flux de trésorerie plus négatifs que les profits. Cependant, dans les années suivantes ces investissements, les avantages d'investir en capital se concrétisent et les flux de trésorerie finissent par surpasser les profits. Nous avons donc ce cycle de vie général d'une entreprise typique. C'est une généralisation, mais en utilisant ce cycle comme cadre, nous pouvons également représenter sur le même graphique l'évolution du risque commercial au fil du temps. Alors ce risque est donc extrêmement élevé lors du lancement de l'activité, car l'entreprise n'a pas encore éprouvé son modèle économique. Ce risque diminue au fur et à mesure de sa maturation. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il existe une relation inverse entre le risque commercial et la capacité de la société à obtenir un financement par emprunt. Une nouvelle start-up ne pourra presque certainement pas obtenir de financement par emprunt et devra se reposer entièrement sur les capitaux propres de ses actionnaires. En revanche, une société mature et établie peut largement recourir au financement par emprunt et n'aura peut-être pas autant besoin de capitaux propres. Que signifie la structure de capital en finance? Eh bien, la structure de capital d'une société correspond à la répartition entre la dette et les fonds propres utilisés pour financer ses opérations et ses actifs. Pour optimiser cette structure de capital, les sociétés décident si elles souhaitent augmenter ou réduire leur endettement ou leurs fonds propres. Prenons l'exemple d'une société possédant 1 million d'euros d'actifs avec un faible degré de levier dans sa structure de capital. Donc elle dispose de 700 000 euros en fonds propres et seulement 300 000 euros en dette pour financer ces 1 million d'actifs. Considérons maintenant la même société avec les mêmes actifs, mais avec une structure de capital différente. Cette fois, le degré de levier est élevé, avec 700 000 euros en dette et 300 000 euros en fonds propres. Donc, vous voyez bien comment une entreprise peut financer les mêmes actifs avec une proportion différente de dette et de fonds propres. C'est ce qu'on appelle donc la structure de capital. Donc en général, la structure de capital optimale dépend de plusieurs facteurs. D'abord, le climat économique actuel et le type de financement disponible aux sociétés. Ensuite, la structure de capital existante de l'entreprise qui peut ou non permettre un emprunt supplémentaire. Et le stade de cycle de vie de la société qui est un indicateur du risque global de son activité. Donc d'une part, avoir trop de dettes accroît le risque de défaut de paiement, mais d'autre part, avoir trop de fonds propres peut diluer les bénéfices et ne pas créer autant de valeur pour les investisseurs. Donc
il est crucial de trouver le bon équilibre entre dette et fonds propres. Idéalement, une société doit toujours chercher à réduire son coût de capital en utilisant une combinaison de dette et de fonds propres pour atteindre le coût de capital le plus bas. Dans cette section, nous allons estimer le coût du capital d'une société. Ce dernier se compose du coût de financement par capitaux propres et du coût de financement par emprunt. Nous allons ensuite pondérer ces deux éléments en fonction de la structure du capital de l'entreprise. Le coût combiné des deux sera le coût moyen pondéré du capital qui finance les actifs de l'entreprise. Examinons maintenant la composition du coût moyen pondéré du capital. Le CMPC est constitué du coût des capitaux propres et du coût des emprunts. Pour calculer le coût des capitaux propres, nous allons faire appel au modèle d'évaluation des actifs financiers, ou simplement le MEDAF. Le premier élément de la formule est le taux sans risque. Le taux sans risque est généralement le taux des obligations d'État à 10 ans. Il est considéré comme sans risque car si le gouvernement allait faire défaut, il pourrait théoriquement imprimer de l'argent et par conséquent ne pas faire défaut. Ensuite, nous allons ajouter à cela le bêta de l'action de l'entreprise, qu'on va ensuite multiplier par la prime de risque. Le bêta est une mesure de la volatilité d'un titre par rapport au marché dans son ensemble. Si une action affiche un bêta de 2 et que le CAC 40 augmente de 2% dans la journée, cette action devrait monter de 4%. Vous pouvez trouver facilement en ligne le bêta des sociétés cotées. Quant à la prime de risque, c'est la différence entre la rentabilité attendue d'un actif et le taux sans risque. Si par exemple on attend un rendement de 10% d'un projet et que le taux sans risque est de 3%, alors la prime de risque est de 7%. Le résultat de cette formule est le coût des capitaux propres. Du côté de la dette maintenant, c'est un peu plus simple. Vous prenez le taux d'intérêt moyen de toutes les dettes de l'entreprise et vous multipliez par 1 moins l'IS, car il y a la déductibilité fiscale des intérêts. Le résultat est le coût net de la dette. Multipliez ensuite le coût des capitaux propres par la proportion du capital qui constitue les capitaux propres. Et multipliez le coût de la dette par la proportion du capital qui constitue la dette. Et vous obtiendrez le coût moyen pondéré du capital de l'entreprise. Nous verrons un exemple détaillé du calcul du CMPC sur Excel dans les leçons suivantes. Examinons quelques exemples de calcul du coût moyen pondéré du capital. Pour rappel, la formule du CMPC est égale au coût des capitaux propres, multiplié par la proportion du capital provenant des capitaux propres, plus le coût de la dette après impôt multiplié par la proportion du capital provenant des dettes. Prenons l'exemple de la société ABC SA. Nous souhaitons calculer le coût de ses capitaux propres en nous basant sur les informations suivantes. Le taux sans risque est de 2%, la prime de risque est de 6%, et le bêta de 2. Pour calculer le taux de rendement des capitaux propres requis par les actionnaires de la société, nous allons décomposer le calcul en étapes simples. C'est le taux sans risque, plus le bêta multiplié par la prime de risque du marché. Le taux sans risque est de 2%. Le bêta est 2, multiplié par la prime de risque de 6%. Nous obtenons 2% sur le taux sans risque et 12% sur la prime de risque, ce qui donne un coût des capitaux propres de 14%. C'est donc le rendement minimal exigé par les actionnaires de l'entreprise ABC SA. Maintenant que nous avons vu comment calculer le coût des capitaux propres, passons à un autre exemple où nous allons calculer le coût moyen pondéré du capital. L'entreprise ABC SA paie en moyenne un taux de 10% sur ses emprunts. Son coût des capitaux propres, que nous avons calculé précédent, est de 14%. Elle affiche au bilan 100 millions de dettes et 400 millions en fonds propres. Son taux d'imposition est de 33%. Quel est le coût moyen pondéré du capital de ABC SA? Nous allons décomposer le calcul du CMPC en 4 étapes. La première étape consiste à multiplier le coût des capitaux propres et celui des dettes par leur proportion dans le capital de la société. On obtient donc une structure de capital financé à hauteur de 80% en fonds propres, avec un coût de 14%, et 20% en dette avec un coût après impôt de 6,6%. Cela nous donne un coût des capitaux propres de 11,2% et un coût de dette de 1,32%. En additionnant les deux,
on obtient un coût moyen pondéré du capital de 12,52%. Alors, dans cet exercice, nous allons prendre un exemple de calcul du CMPC ou le coût moyen pondéré du capital. Donc, nous avons ici le taux sans risque, qui est dans cet exemple le taux des obligations américaines à 10 ans. Ensuite, nous avons la prime de risque, et on va supposer qu'il s'agit de la prime de risque propre au pays, donc propre aux États-Unis, d'accord? Et ces deux éléments peuvent être obtenus à partir d'une base de données comme Bloomberg ou tout autre fournisseur de données financières. Voilà. Ensuite, nous savons que cette société affiche un bêta de 1. Et que signifie un bêta de 1? Eh bien, cela veut dire que la performance des actions de la société suivent la même tendance que le marché. Par exemple, si l'indice américain, le S&P 500, augmente de 3% dans la journée, eh bien les actions de cette société augmenteront également de 3%. Ok? Et si c'était un bêta de 2, si le marché augmente de 3%, eh bien les actions de la société vont augmenter de 6%, donc le double. Donc, pour calculer le coût des capitaux propres, vous prenez le taux sans risque, plus la prime de risque, multiplié par le bêta, ce qui nous donne un coût des capitaux propres de 9%. Ensuite, nous allons passer au coût de financement par emprunt. Cette société paye en moyenne un taux d'intérêt de 7% sur l'ensemble de ses emprunts. Nous savons aussi que son taux d'imposition est de 33%. Donc, pour calculer le coût des dettes, c'est très simple, vous prenez le taux d'intérêt moyen et vous multipliez par 1 moins l'IS, ce qui nous donne un coût réel après impôt de 4,7% au lieu de 7% puisque je vous rappelle, les charges d'intérêt sont des charges fiscalement déductibles. D'accord? Voilà, maintenant avant de calculer le total, nous devons faire une moyenne pondérée. La société affiche au bilan 100 millions en fonds propres et 50 millions en dette. Donc pour calculer la proportion des capitaux propres par rapport au capital total, vous les divisez par leur montant plus celui des dettes. Et pour calculer la proportion des dettes par rapport au capital total, vous les divisez par leur montant plus celui des capitaux propres. On additionne ensuite les deux, donc 100%, ainsi que les valeurs. 150 millions. Très bien, maintenant nous pouvons calculer le coût moyen pondéré du capital de cette société. C'est le coût des capitaux propres multiplié par la proportion des fonds propres par rapport au capital total, plus le coût des dettes, donc le coût après impôt, multiplié par la proportion des dettes par rapport au capital total, ce qui nous donne un coût moyen pondéré du capital de 7,6% pour cette société. Alors, dans les leçons suivantes, nous allons étudier comment une société peut financer de manière optimale ses activités en combinant dette et fonds propres. Au bas de la structure de capital, nous trouvons les fonds propres, qui représentent le risque le plus élevé, mais offrent également le rendement potentiel le plus important pour les actionnaires. Ensuite, nous avons la dette subordonnée, qui est moins risquée que les fonds propres, mais présente un profit de rendement inférieur. Ensuite, nous avons la dette senior, qui se situe au sommet de la hiérarchie du capital. Elle est considérée comme la plus sûre, mais avec le rendement attendu le plus faible. Donc au cours des prochaines leçons, nous allons décomposer chaque type. Nous commencerons par la base avec les fonds propres, généralement qui sont la première forme de financement qu'une société obtient, et celle qui présente le profit et risque-rendement le plus élevé. Et ensuite, nous allons remonter jusqu'à la dette senior. Donc tous ces différents types de financement peuvent être facilement compris avec une logique de risque et de rendement. Gardez ça à l'esprit, très important. Plus le capital est risqué, plus son rendement est élevé. Plus le capital est moins risqué, plus son rendement est moins élevé. Examinons maintenant les différents types de financement en fonds propres qu'une société peut lever. Alors généralement, il existe 3 catégories. Vous avez d'abord les actions ordinaires qui sont en quelque sorte les dernières en ligne quand il s'agit de récupérer de l'argent dans une société qui se vend ou qui ferme. Ok ? Cela veut dire qu'après que tous les emprunts de la société sont payés,
Eh bien, les actionnaires qui détiennent des actions ordinaires, ils reçoivent ce qui reste après la liquidation. Bien sûr, s'il reste quelque chose. Au-dessus des actions ordinaires, vous avez les actions de préférence. Alors, les actionnaires qui détiennent des actions de préférence, eh bien, ils sont prioritaires sur les actionnaires qui détiennent des actions ordinaires, naturellement, mais non seulement au cas de liquidation des actifs de la société, mais aussi ils ont une priorité de dividendes, ce qui signifie que leurs dividendes sont versés en premier avant même ceux des actionnaires ordinaires. D'accord ? Et enfin, au sommet de la hiérarchie du financement par fonds propres, vous avez les comptes courants d'associés. Alors les CCA sont des prêts d'actionnaires. D'accord ? Ce sont donc des actionnaires qui vont prêter de l'argent à la société. Ces prêts ne donnent pas droit à des dividendes, mais ils peuvent produire des intérêts. Par exemple, je suis actionnaire d'une société, je peux lui accorder un prêt de 100 000 euros, et en contrepartie de ce prêt, je veux qu'elle me verse 10 000 euros par année, donc soit 10% de taux d'intérêt. Donc, une société qui veut se financer en augmentant son capital, via de nouvelles actions par exemple, elle doit très très bien réfléchir au coût de chaque option. Par exemple, vendre des actions ordinaires peut être ultra cher pour la société car les investisseurs s'attendent à gagner beaucoup plus d'argent sur leurs investissements parce que naturellement les actions ordinaires ont un coût de capital très élevé. Et si c'est trop cher, eh bien la société peut ne pas vouloir vendre ce type d'actions. Par contre, si vendre des actions de préférence coûte trop cher à la société à cause des dividendes élevés qu'elle doit payer, eh bien dans ce cas, elle pourrait peut-être préférer émettre des actions ordinaires. En vrai, si vous voulez, tout se joue sur ce que veulent les investisseurs et ce que la société est prête à offrir aujourd'hui. Si les deux parties sont d'accord, elles peuvent conclure un accord pour que la société obtient l'argent dont elle a besoin pour se développer et les investisseurs le rendement qu'ils souhaitent avoir sur leur mise de départ. Globalement, il existe deux sources de financement en fonds propres. Soit vous allez faire votre augmentation de capital sur les marchés privés, soit sur les marchés publics. Alors, au tout début de la vie d'une société, c'est souvent les fondateurs ou leurs proches qui investissent le premier capital. Si la société commence à bien se développer, elle peut intéresser des investisseurs dits de capital risque, qui sont spécialisés dans le soutien des sociétés naissantes avec un potentiel de croissance très élevé. Après cette étape de capital risque, les sociétés plus établies et en croissance rapide peuvent attirer l'attention des firmes de capital investissement. Alors ces firmes varient beaucoup. Certaines prennent des risques sur des sociétés naissantes, comme les fonds de capital risque, tandis que d'autres préfèrent investir dans des sociétés plus stables et prévisibles. D'accord ? Donc, globalement, pour rester dans le secteur privé, une société a donc ces trois options selon son stade de développement. Ensuite, une société, elle peut décider de devenir publique en réalisant une introduction en bourse. Cela lui permet de lever des fonds auprès d'investisseurs institutionnels comme les fonds de pension, les hedge funds, etc., qui sont les acteurs principaux du marché public. Okay ? Donc, en résumé, les sources de financement par augmentation de capital dépendent du stade de développement de la société et si elle est privée ou publique, c'est-à-dire cotée en bourse ou non. Examinons de plus près les fonds private equity, qui sont des acteurs majeurs du monde de la finance et de l'investissement. Alors, un fonds private equity, c'est quoi ? Ce sont en fait des fonds qui mettent de l'argent dans des sociétés prometteuses en acceptant de prendre des risques pour potentiellement réaliser de gros gains. Et ils investissent avec l'idée de vendre leur participation plus tard, généralement entre 5 et 7 ans après leur mise initiale. Donc il y a deux grands types de fonds private equity. D'un côté, vous avez les fonds de capital risque qui ciblent des sociétés naissantes avec un fort potentiel de croissance, mais du coup avec un risque très élevé. De l'autre côté, il y a les fonds LBO. LBO, c'est pour Leverage
buyout. Ok, en anglais, ça veut dire tout simplement achat à effet de levier. Donc ce sont des fonds qui vont se concentrer sur le rachat des sociétés qui sont déjà bien établies en utilisant l'effet de levier afin de financer la transaction. D'accord ? En d'autres termes, ces fonds vont mettre 20 à 40% de leur capital dans l'investissement et le reste, ça va être financé via des emprunts. C'est pour cela qu'on les appelle des fonds LBO. LBO pour Leverage Buyout en anglais ou achat à effet de levier en français. Donc peu importe le type, ces sociétés de private equity prévoient de sortir de leur investissement après quelques années. Donc comme j'ai dit, 5 à 7 ans. Elles peuvent opter pour une sortie totale en vendant la société entière à un autre fonds private equity, ou bien ils peuvent vendre la société à un acheteur stratégique comme un grand groupe par exemple du secteur ou un concurrent. Ok ? Ils peuvent aussi opter pour une sortie partielle du capital en vendant seulement une part du capital ou en réorganisant l'actionnariat de la société. Entre ces deux options, il y a l'introduction en bourse qui est une stratégie d'exit intermédiaire. La société devient publique pour permettre aux investisseurs initiaux de vendre une grande partie de leurs actions. Ou bien, elle devient publique pour lever de nouveaux capitaux du coup, afin de se développer. Et dans ce cas-là, les investisseurs initiaux gardent leurs actions. Ils ne vont pas sortir du capital. Donc cette manière d'investir est spécifique au fonds private equity. Elle diffère, si vous voulez, des investissements traditionnels effectués par les autres acteurs des marchés publics, où les investissements sont souvent à plus long terme. Par exemple, les fonds de pension ou les grands assureurs, ils vont investir non pas pour sortir dans 5 ans ou 7 ans, donc avec une plus-value rapide, mais eux, ils ciblent plutôt des horizons allant même jusqu'à 30 ans. C'est la différence avec les private equity. Nous pouvons appréhender l'emploi de la dette sous deux perspectives distinctes. Pour une société, la dette sert essentiellement à deux fins. Réduire le coût de son financement et préserver la part des actionnaires existants de toute dilution. C'est donc la vision de ceux qui cherchent à financer leur activité en ayant recours à l'endettement. Maintenant, du côté des investisseurs, la dette est un moyen d'accroître le rendement des fonds propres en limitant au maximum la part du capital investi et en complétant le financement par de la dette. En d'autres termes, investir le minimum de leur poche et financer tout le reste via des emprunts. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Sur ce graphique, la ligne orange représente le coût moyen pondéré du capital d'une société. Au point A, elle est intégralement financée par des fonds propres et au point B, elle est intégralement financée par des emprunts. Dans les deux cas, le coût du financement est élevé. Le point d'équilibre idéal est atteint lorsque une quantité optimale de dette est utilisée pour minimiser ce coût moyen pondéré du capital. Dans un environnement stable, si vous voulez, un financement moins coûteux se traduit par une valeur ajoutée pour la société et ses actionnaires. Ok ? Maintenant, si on adopte une perspective d'un investisseur, disons une société de private equity qui envisage de racheter une entreprise avec un mixte de fonds propres et de dettes, et qu'elle envisage de garder cet investissement ensuite pendant 5 ans, si l'entreprise se développe et que la dette est progressivement remboursée, je parle de la dette qui a été utilisée pour racheter la société, le retour sur investissement du fonds private equity sera très élevé car la dette aura été entièrement remboursée, augmentant ainsi de façon disproportionnée la part des capitaux propres dans la structure du capital. C'est la raison pour laquelle un investisseur, à l'instar d'un particulier prenant un prêt immobilier, pourrait s'endetter pour maximiser le rendement de ses capitaux propres initiaux. Alors, maintenant que nous connaissons les avantages de l'endettement pour une société, il reste à définir le niveau d'endettement approprié. Pour cela, nous utilisons des indicateurs financiers tels que l'EBITDA, qui est un paramètre fréquemment utilisé pour mesurer la rentabilité d'une société.
Les prêteurs vont aussi évaluer la variation de cette EBITDA d'une année sur l'autre pour juger de la stabilité de l'activité de la société. Ils considéreront les besoins en investissement, les risques liés aux fluctuations du marché, la concurrence dans le secteur et d'autres éléments pour juger de l'intérêt de prêter à l'entreprise. L'analyse se porte aussi sur des éléments du bilan, comme les ratios de dette sur fonds propres, dette sur actifs, entre autres pour avoir un aperçu de la santé financière de la société. En dehors du bilan, les prêteurs vont aussi étudier les indicateurs de flux de trésorerie comme les différents ratios de dette par rapport à l'EBITDA et la capacité de la société à couvrir les charges d'intérêt par ses propres liquidités. Il existe donc une multitude de ratios et une analyse poussée est nécessaire pour estimer la capacité d'endettement d'une société. Il s'agit finalement, si vous voulez, de trouver un juste milieu. Les prêteurs doivent être confiants dans leur capacité à être remboursés et la société doit être sûre de pouvoir rembourser tout en optimisant le volume de dette qu'elle peut raisonnablement gérer. Donc, un bon financier au sein de la société doit savoir jongler avec ces différents indicateurs pour établir le niveau d'endettement idéal. Examinons de plus près la section de la dette senior dans la structure de capital d'une société. Comme vous pouvez le voir ici, les composants de la dette senior peuvent inclure des éléments tels que une facilité de caisse, qui est donc une sorte de crédit renouvelable auprès d'une banque, ou bien une série de prêts à moyen long terme. Ces prêts moyen long terme peuvent avoir un remboursement amortissable, ce qui veut dire que le capital sera remboursé progressivement sur la durée du prêt. Ils peuvent être aussi remboursés in fine, c'est-à-dire que le capital sera totalement remboursé à l'échéance en un seul paiement. Alors la dette senior est généralement trouvée auprès des banques commerciales, des sociétés de crédit ou bien les grandes compagnies d'assurance. En ce qui concerne la capacité d'endettement senior, les banques et les autres prêteurs fournissent généralement aux sociétés un montant qui correspond à 2 ou 3 fois leur EBE ou EBITDA en anglais. Donc, gardez toujours à l'esprit que la dette senior, elle est prioritaire, ce qui signifie qu'elle sera toujours remboursée avant toutes les autres dettes de la société. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'on l'appelle la dette senior. Explorons maintenant la tranche intermédiaire de la structure de capital où se positionne la dette subordonnée. Alors, dans le monde de la finance, la dette subordonnée représente un type de dette qui se situe entre la dette senior et les fonds propres d'une société en termes de priorité de remboursement. À mesure que l'on descend dans cette hiérarchie financière de la structure du capital, le niveau de dite subordination, c'est-à-dire la priorité de remboursement par rapport à d'autres types de financement, augmente. En conséquence, plus on descend, plus le risque augmente pour les investisseurs, mais aussi le potentiel de rendement. D'accord ? Parcourons maintenant la liste des différentes dettes subordonnées. Nous avons d'abord, tout en haut de la hiérarchie, les obligations à haut rendement, parfois également appelées dans le jargon les junk bonds. Subordonnées aux obligations à haut rendement, nous trouvons la dette mezzanine qui peut être assortie de bons de souscription ou non. Les bons de souscription peuvent être convertis en actions de l'entreprise, entraînant ainsi une dilution des capitaux propres. Mais parfois, il n'y a pas cette option de souscription. Donc ces obligations, on dit qu'ils ne sont pas convertibles. Ensuite, subordonné à la dette mezzanine, vous avez les emprunts PIK. PIK, c'est-à-dire Payments in Kind, qui sont un type de prêt où les intérêts ne sont pas toujours payés en cash, ni le remboursement d'ailleurs. Selon la situation, les intérêts peuvent être réglés avec d'autres formes de dette, par exemple, ou bien ils peuvent être réglés via un échange d'actions de la société qui a emprunté. D'accord ? Et enfin,
tout en bas de la liste, vous avez le crédit vendeur, qui est une dette aussi, qui se forme lorsqu'un propriétaire vend son entreprise et accepte de reporter une partie du paiement. Cette dette sera donc payée plus tard par l'acheteur, généralement 5 ou 7 ans après le rachat. Donc, nous vous recommandons de faire des recherches plus détaillées sur ces différents types de dettes subordonnées, car comme il s'agit d'un cours d'introduction, notre objectif est de vous faire comprendre de manière conceptuelle le rôle dans la structure financière d'une société et comment les gérants et les investisseurs considèrent leur intégration dans la stratégie de financement globale de l'entreprise. Alors, au cœur de la finance corporate, l'objectif ultime, c'est de maximiser la valeur d'une société en planifiant et en mettant en œuvre des ressources tout en équilibrant risque et rentabilité. Dans les premiers chapitres de ce cours, nous avons examiné les investissements en capital et le financement de ces investissements. Nous nous tournons maintenant vers les dividendes et le retour de capital, ainsi que le processus décisionnel que les dirigeants des sociétés suivent lorsqu'ils décident s'ils souhaitent redistribuer les bénéfices aux investisseurs ou pas. Et c'est donc l'objectif de cette section. Les dirigeants des sociétés doivent choisir entre distribuer les bénéfices aux actionnaires, soit par des dividendes, soit par le rachat d'actions. Ou bien, ils peuvent conserver ces fonds pour des investissements futurs tels que, le développement des activités actuelles ou l'investissement dans de nouveaux projets. Donc cette décision repose sur une question clé. Le réinvestissement des bénéfices peut-il apporter plus de valeur que ce que les investisseurs attendent ou non? Donc si la réponse est non, alors il vaut mieux redistribuer l'argent aux actionnaires. Si la réponse est oui, il est donc préférable de réinvestir cet argent. Donc pour mieux comprendre comment les dirigeants prennent cette décision, revenons à deux concepts clés abordés précédemment dans le cours. Alors il s'agit du taux de rendement interne, donc le TRI, et le coût moyen pondéré du capital, le CMPC. Voici les flux de trésorerie sur 5 ans d'un investissement potentiel et nous voyons que son taux de rendement interne, son TRI, est de 9% par an. Alors 9%, ça peut paraître raisonnable comme rendement, mais pour évaluer cela correctement, nous devons comparer ce rendement au coût moyen pondéré du capital de la société, qui est donc le taux de rendement que les actionnaires s'attendent à générer. Donc dans cet exemple, cette société a un CMPC de 20%. Lorsque nous comparons les deux, donc le taux de rendement interne du projet à 9% et le coût du capital à 20%, nous sommes amenés à la conclusion que nous devrions plutôt remettre le capital aux actionnaires via le versement d'un dividende ou via un rachat d'actions. La raison donc en est simple, nous ne sommes pas en capacité de créer plus de valeur avec cet argent par rapport au rendement exigé par nos actionnaires. Nous allons donc leur rendre tout cet argent et c'est à eux de décider comment ils souhaitent l'investir. Alors en finance d'entreprise, les dirigeants se concentrent sur deux principaux postes du bilan lorsqu'ils envisagent de remettre du capital aux actionnaires. Ils examinent d'abord le solde de trésorerie de la société pour déterminer ce qui est disponible pour les investissements futurs. Ils regardent ensuite les bénéfices non distribués de l'entreprise, bien que la trésorerie soit finalement plus importante que les bénéfices non distribués, puisque c'est réellement la trésorerie qui sera distribuée aux actionnaires. Donc les dirigeants doivent prendre en compte les investissements futurs auxquels ils se sont déjà engagés, puis décider s'il y a un excédent de trésor disponible dans le bilan pour financer ces investissements. Et donc pour prendre cette décision, la direction va examiner le taux de rendement interne des futurs investissements et le comparer au coût moyen pondéré du capital de la société. Donc si le taux de rendement interne des investissements futurs est inférieur au coût moyen pondéré du capital de la société, deux options se présentent. Le management peut verser un dividende aux actionnaires
Par exemple, au lieu d'investir 5 millions d'euros qui étaient prévus pour une nouvelle unité de production, ils vont restituer simplement les 5 millions aux actionnaires via des dividendes. La deuxième option consiste à racheter des actions. C'est une pratique qui est largement utilisée de nos jours par les sociétés cotées en bourse. Donc le rachat d'actions aussi donne de l'argent aux actionnaires. C'est pas directement sur leur compte bancaire, mais c'est via un rachat d'actions qui du coup retire le cash du bilan. Cependant, si nous nous trouvons de l'autre côté de ce schéma décisionnel, cela signifie que le projet ou l'investissement a un taux de rendement interne suffisamment élevé, ce qui veut dire qu'il est supérieur au coût moyen pondéré du capital, et donc la direction devrait investir dans ce projet en utilisant la trésorerie disponible dans le bilan. Alors, lorsqu'une société génère tellement de cash, doit-elle distribuer des dividendes ou bien racheter ses propres actions? Considérons d'abord les dividendes, qui peuvent se présenter sous deux formes, soit des paiements spéciaux uniques, ou bien des versements réguliers effectués aux actionnaires, trimestriellement ou annuellement, parfois semestriellement. Alors, le versement de dividendes est principalement motivé par ce qu'on appelle en finance le dividend yield, exprimé en pourcentage du prix de l'action que l'investisseur reçoit chaque année. Par exemple, imaginez une action qui est cotée à 100 euros, et le dividende qui est distribué sur l'année, donc je parle du dividende par action, est de 10 euros. Le rendement du dividende, ou le dividend yield, s'élève donc ici de 10%. Okay, donc 10 euros de dividende par action versus 100 euros le cours de l'action en bourse. Donc lorsqu'une société distribue des dividendes, cela n'influence ni le nombre d'actions en circulation, qui constitue son capital, ni son bénéfice par action, ce qui n'est pas le cas avec les programmes de rachat d'actions. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que les rachats d'actions entraînent une diminution du nombre total d'actions en circulation. En d'autres termes, la société rachète des actions existantes aux investisseurs pour ensuite les annuler ou les conserver pour des usages futurs, comme par exemple une levée de fonds. Ainsi, si les bénéfices de la société restent constants, mais que le nombre d'actions en circulation, lui, il diminue, le bénéfice par action augmente naturellement. C'est pourquoi les rachats d'actions sont souvent privilégiés par les dirigeants de sociétés cotées en bourse, désireux d'augmenter leurs bénéfices par action. Il est donc un peu difficile, si vous voulez, de trancher en faveur des dividendes ou des rachats d'actions, car chacun présente ses propres avantages et inconvénients. Ce sont tout simplement deux stratégies différentes pour redistribuer le capital aux actionnaires. Et c'est cette décision-là de redistribuer le capital aux investisseurs qui vient clôturer le cycle financier de la société, qui aura donc analysé ses options d'investissement en capital, financer ensuite ses investissements et enfin choisir le moment opportun pour redistribuer le capital à ses actionnaires. On peut diviser le monde professionnel de la finance en 4 grandes catégories. Les banques, les fonds d'investissement, les cabinets spécialisés en services financiers et les entreprises classiques. Au sein de chaque catégorie se trouvent divers métiers et profils professionnels. Donc examinons de plus près ces catégories pour mieux comprendre les caractéristiques de travail dans chacune d'elles. On va commencer d'abord par les banques, souvent désignées comme le côté vendeur ou ce qu'on appelle aussi en finance le côté sell side. Alors pourquoi on les appelle les sell side ? Eh bien c'est parce que travailler dans une banque implique un fort aspect commercial, avec une majorité des postes orientés vers la relation client et le développement des affaires de la banque. Les banques recrutent fréquemment pour leur département axé sur les marchés de capitaux, directement auprès des grandes écoles de commerce ou les universités très connues, et ils ciblent des étudiants en finance ou en comptabilité aux résultats académiques solides afin de les intégrer immédiatement après leurs études. Les horaires dans le secteur bancaire sont souvent longs et l'environnement de travail est
hautement compétitif. Mais cela peut également se traduire par une progression assez rapide dans la carrière. Maintenant, dans les services financiers, il y a un certain équilibre entre la relation client et le travail en back, voire le middle office. Les cabinets spécialisés en services financiers, ils vont recruter généralement des jeunes diplômés ou des professionnels issus des domaines comptables, financiers, fusion-acquisition, etc. Très souvent, c'est des gens qui vont travailler dans d'autres cabinets. Okay ? Les horaires sont assez longs, comme chez les banques d'investissement, mais la trajectoire professionnelle y est souvent assez, on va dire, assez claire et très définie par rapport à d'autres jobs en finance. Du côté fonds d'investissement, appelé aussi le côté buy side, ou le côté acheteur, l'accent est mis davantage sur les aspects internes et moins sur la vente par rapport au travail en banque. Donc il y aura de moins en moins de tâches ou de missions qui nécessitent d'être en face des clients. Les fonds tendent à recruter des professionnels venant d'autres fonds d'investissement, des cabinets aussi de fusion-acquisition, ou bien des étudiants diplômés de master en finance ou des MBA. Et bien que les heures de travail soient assez longues, il y a de très belles perspectives de progression chez les fonds. On peut par exemple commencer analyste financier, donc on va s'occuper d'analyser des sociétés par exemple cotées en bourse pour des opportunités d'investissement. Et ensuite, on peut passer manager d'une équipe d'analystes assez rapidement. Maintenant, concernant les entreprises, les rôles ils sont davantage tournés vers l'interne. Donc le focus ici n'est pas sur l'acquisition du client, puisque de toute façon, il y a des départements qui sont spécialisés dans le marketing et dans la vente. Dans les sociétés, dans les entreprises, les fonctions financières visent à soutenir l'organisation et à contribuer à la réalisation des objectifs financiers fixés par le management. On peut citer ici des métiers comme le contrôleur de gestion, le trésorier, le directeur financier, etc. Et pour trouver les candidats, il y a plusieurs endroits. On peut les trouver chez les banques, les cabinets comptables, les cabinets en fusion-acquisition, les fonds d'investissement, etc. Donc, il y a plusieurs sources pour trouver les candidats lorsqu'on a une société. Les horaires varient grandement selon le secteur, la nature et la taille de la société, mais en règle générale, la progression de carrière dans les sociétés, on va dire, elle n'est pas aussi rapide que chez les banques ou les fonds d'investissement. Donc le point essentiel à retenir ici est l'existence d'un large éventail d'opportunités de carrière en finance corporate. Il est donc crucial de réfléchir à vos propres inclinations, à l'endroit où vous serez le plus épanoui, et pensez aussi à vos passions avant de choisir votre parcours en finance corporate. Alors, dans ce cours d'introduction à la finance corporate, nous avons abordé les fondamentaux de la finance d'entreprise. Donc nous avons vu les acteurs de marché des capitaux, l'évaluation des investissements, la levée des fonds propres, la levée de dettes et le retour de capital aux actionnaires. Vous devriez maintenant avoir une solide compréhension des fondamentaux du domaine de la finance corporate et des diverses manières de maximiser la valeur d'une entreprise. Nous avons couvert les concepts clés dont vous avez besoin pour une excellente carrière en finance, que ce soit en banque d'investissement, chez des fonds d'investissement ou en entreprise, en tant que trésorier, analyste et bien plus encore. Si vous êtes inscrit dans notre programme de certification AEMF, donc analyste expert en modélisation financière, toutes les notions que vous avez apprises ici vont vous servir dans votre progression vers des modules plus avancés.